Ok, nous voici de retour. Bonjour tout le monde. Je sais pas si je vais couper ça au moment du live. N'hésitez pas si vous êtes sur les replays, au moment du replay, pardon. Si vous êtes sur les replays, n'hésitez pas à dire si j'ai fait mon travail et j'ai coupé ça et là c'est le début de la vidéo, ou alors si j'ai fait le flemmard comme d'habitude et donc que vous avez eu la séance juste avant avec les clips et compagnie. Il n'empêche que pour l'instant, ce qu'on va faire c'est lire deux textes de Livio Boni. En vrai, le premier texte, on l'avait déjà lu en live, donc peut-être que les gens qui sont là en live l'ont déjà entendu, ou même en replay l'ont entendu en live. Mais comme j'ai pas le replay, je me suis dit, allez, on va faire les deux à la suite. Donc on lit deux textes de Livio Boni qui sont en gros un texte en deux parties sur la question de la condition postcoloniale, le marxisme et la psychanalyse. La première partie, c'est sur ce qui se passe de l'entre-deux-guerres jusqu'à 1950. Comme on l'a déjà lu, je vais aller assez rapidement, mais let's go, lançons-nous dans cette lecture. Donc c'est un texte de Livio Boni de 2016, il me semble. Partons d'un constat initial. La psychanalyse, née au sein du monde austro-hongrois juif et s'exprimant essentiellement en langue allemande, n'aurait pas eu immédiatement affaire n'aura pas eu immédiatement affaire avec la question coloniale. En effet, si on voulait esquisser plutôt qu'une histoire, une géographie du freudisme, on dessinerait pour rendre compte de la première phase de son essor une carte limitée pour l'essentiel à l'Autriche-Hongrie, donc la Suisse et Berlin. Donc voilà, le berceau de la psychanalyse, c'est ça. Le berceau de la psychanalyse se situe en Europe centrale, dans l'espace cosmopolite et transnational de l'Empire des Habsbourg. Espace tourné autant vers l'est du continent, la famille de Freud étant originaire de la Moravie, aujourd'hui République tchèque, et les Balkans, que vers l'ouest et le sud, catholique, sans oublier sa compétition avec la Prusse, puis avec l'Allemagne, pour l'hégémonie sur le monde germanophone. Bref, le site d'émergence de la psychanalyse n'est pas celui d'un État-nation, ni celui d'une culture nationale, mais un milieu qui conserve nombreux traits d'avant l'affirmation définitive sur le vieux continent du modèle national, dont la Grande Guerre marquera à la fois l'apogée et le début du déclin. C'est là un premier élément de rappel géohistorique qui n'est pas sans importance pour encadrer la question que l'on se propose d'aborder ici, celle du rôle joué par la psychanalyse dans la critique de la condition coloniale en chiasme, en parallèle ou parfois même en opposition par rapport au marxisme. Après cette toute première séquence qui voit la psychanalyse prendre ses marques à l'intérieur de l'espace mittel-européen, grâce notamment à la fonction transversale jouée par la culture juive de ce dernier, et avant même de se propager dans d'autres pays européens, c'est aux États-Unis que le freudisme fera une première percée spectaculaire, en particulier après le premier séjour de Freud à Worcester en 1909. Pour ce qui est de sa diffusion en Europe, c'est seulement avec la Grande Guerre que son barycentre se déplacera de l'Europe centrale vers l'Allemagne et le monde anglo-saxon. Jusqu'aux alentours, donc comment la psychanalyse est évidemment liée, notamment dans sa diffusion, à des questions politiques. Jusqu'aux alentours de 1918, en fait, jusqu'au congrès de psychanalyse de Budapest sur les névroses de guerre. Donc, les névroses de guerre, c'est un texte qu'a écrit Freud justement après la Première Guerre mondiale. Et voilà, c'est la question du traumatisme, ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique, etc. C'est toutes ces questions-là. Donc, jusqu'au congrès de psychanalyse de Budapest de Budapest sur les névroses de guerre, précédant de peu l'éphémère expérience de la République des conseils de Béla Kun et l'engagement universitaire de Ferenczi, Freud regarde plutôt vers l'est de l'Europe. Au début, il était plutôt tourné vers l'est lorsqu'il imagine sa propre géopolitique de la psychanalyse. L'échec d'une telle expérience, ainsi que la révolution bolchevique de 1917, le porteront à tourner son regard vers l'Allemagne et vers l'ouest, au moment même où l'Allemagne se trouve démise de son statut récent de puissance coloniale. Ceci permet de rappeler que le transfert de la psychanalyse dans la culture des grands pays impérialistes et coloniaux advient progressivement, en deuxième et troisième instance. Voilà, la psychanalyse n'est pas d'emblée. Salut à toi, Brigata Pinelli. Bienvenue. On est en train de commencer la lecture d'un article qu'on avait déjà lu en live, n'est-ce pas, mais dont on ne retrouve pas, ça veut dire je, ne retrouve pas de replay. Donc voilà, on va faire les deux parties du texte dans ce live. Ouais, mais bienvenue à toi. Donc,
Donc, voilà, ce qu'on disait, c'est que la psychanalyse, elle n'est pas d'emblée dans les pays impérialistes européens, elle est d'abord dans les petites zones là, de l'Europe centrale. Et même, elle est plutôt tournée vers l'Est, plutôt que l'Ouest tout de suite, quoi. Et c'est un peu avec l'évolution politique, la question des guerres mondiales, que tout ça va bouger. C'est ce qu'on va voir. D'abord en Grande-Bretagne, donc voilà, là elle commence à bouger après la Première Guerre mondiale, à s'exporter un peu plus dans l'Europe de l'Ouest. Donc d'abord en Grande-Bretagne où Ernest Jones s'établit définitivement en 1913 et fonde la British Psychoanalytic Society en 1911 et dissout la London Society. Et bien plus tardivement en France où il faudra attendre le milieu des années 20 pour que la psychanalyse commence à circuler par-delà le monde spécialisé de la psychiatrie. Voyons donc d'un peu plus près quelles sont les conditions générales de cette première rencontre entre le freudisme et les deux grandes cultures impérialistes et colonialistes de l'Europe du début du XXe siècle. Donc, psychanalyse et Angleterre, voyons voir ça. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, par-delà le rôle grandissant Ernest Jones qui est aussi le biographe de Freud, qui est notamment connu pour ça, c'est un psychanalyste et une figure éminente de la psychanalyse anglaise, mais voilà, il est connu dans le monde psychanalytique pour être le biographe de Freud. Ernest Jones, donc, après l'exclusion de Jung du mouvement analytique en 1914, aussi bien comme relais entre l'Europe et les États-Unis, comme président de l'Association psychanalytique internationale entre 1920 et 1924, puis à nouveau entre 1934 et 1949, bref on s'en fout de sa vie, voilà, superviseur de la Standard Edition, donc l'édition anglaise des œuvres de Freud. Ce qui frappe du point de vue de la réception politique de la psychanalyse, c'est sa mise en conformité avec la doxa dominante des milieux savants. On va y revenir tout de suite, juste je vais mettre mes réseaux sociaux et notamment ma chaîne YouTube où je parle de l'histoire de la psychanalyse. La dernière vidéo, c'est toujours la vidéo sur Freud, donc si vous voulez un peu comprendre cette question de quelle est l'histoire de la psychanalyse à travers la vie de Freud, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'exclusion de Jung, etc. Voilà, la dernière vidéo que j'ai publiée vous permettra de voir un peu tout ça rapidement, quoi. Donc Ernest Jones, car l'acclimatation rapide de la psychanalyse dans le contexte britannique n'est pas uniquement le fait, comme on l'a souvent répété, de sa traduction empiro-positiviste par Jones et Strachey, le traducteur anglais de Freud, elle tient aussi à sa mise en conformité idéologique, c'était ça qui était intéressant. Oui, j'ai posé la question, tant mieux. En particulier sur le versant sociologico-anthropologique. Donc, comment en traduisant, on va adapter la psychanalyse à la vision colonialiste anglaise. D'où l'importance stratégique des essais de psychanalyse appliquée de Jones, dont le premier volume paraît en 1923, qui épouse ouvertement une perspective positiviste, évolutionniste et philocoloniale, en ajustant le point de vue freudien à celui des savoirs justifiant la fonction civilisatrice de l'Empire britannique. Que l'on relise pour s'en faire une idée de son analyse de la question irlandaise, donc Ernest Jones, l'île d'Irlande, où Jones n'hésite guère à mobiliser une symbolique para-analytique pour expliquer ce qu'il envisage comme une fixation maternelle des Irlandais irrémédiablement liés au fantasme de la mère patrie comme mère vierge, voilà, toute la question de la terre vierge, voilà, violée par l'envahisseur britannique et demandant à ses enfants de se sacrifier pour la venger et réinstaurer son intégrité perdue. Bon, ok, bref. Dans ce texte de peu postérieur au traité de 1921, qui met provisoirement fin à la guerre d'indépendance irlandaise, Jones fait feu de tout bois. La symbolique insulaire, la place de l'eau dans les rêves, le fantasme d'un retour à l'état intra-utérin, la thèse freudienne d'un caractère régressif des civilisations à dominante symbolique maternelle se mélangent allègrement afin d'esquisser les grands traits d'une psychologie des peuples, assignant aux Anglais un rôle de médiation masculine, tout à fait nécessaire pour sortir les pays femmes de leur arriération tout court. Voilà, c'était la fin de la phrase. Voilà, on voit tout l'imaginaire sexiste qui effectivement existe dans la psychanalyse, dans les interprétations psychanalytiques, etc. Des gens qui se permettent des interprétations sauvages, comme on dit. Or, par-delà le côté caricatural de ce genre de psychanalyse appliquée et relue aujourd'hui, ce qui frappe à la lecture de ce texte, c'est l'analogie entre l'analyse proposée par Jones du complexe maternel irlandais, facteur inconscient de son insubordination politique, donc
Voilà, l'idée que développe Jones, c'est que si les Irlandais se révoltent, c'est parce qu'ils ont un complexe maternel. C'est parce qu'en fait, ils voient dans leur terre une mère patrie, comme si une terre violée, etc. Voilà, comme si vous voyez l'idée, quoi. Et l'analyse qu'on pouvait faire à la même époque de la fonction civilisatrice de l'empire colonial britannique, tu vois, ouais, analyse dans laquelle le colonisé était constamment renvoyé à la condition de l'enfant et ou de la femme, nécessitant la protection du mâle et ou du père colonisateur pour sortir de son état de minorité. Voilà, donc c'est pour leur bien, etc. Vous voyez, tout ce truc de l'idéologie coloniale. Il est dès lors fort instructif de relire l'article de Jones sur la question irlandaise en parallèle avec celui d'un de ses élèves, le médecin militaire Owen Berkeley Hill, cofondateur de l'Indian Psychoanalytic Society, première société de psychanalyse fondée en dehors du monde occidental, établie à Calcutta, à l'époque deuxième ville de l'Empire britannique en 1922. Donc tout ça est très proche, effectivement. L'article s'intitule The Anal Erotic Factor in the Religion, Philosophy and Character of the Hindus et date de 1925. On y explique, à grand renfort d'érudition philologique, philologique, la question du langage, etc. On va étudier les langues, la racine des mots et compagnie. Donc, à grand renfort d'érudition philologique et de conceptualisation, de conceptualité analytique plaquée sur celle-ci, comment l'obsession, on y explique comment l'obsession de la culture brahmanique pour la pureté rituelle ainsi que la place démesurée de toute une série de pratiques corporelles liées à la maîtrise du yogisme proviendrait d'une fixation massive de la libido au stade sadico-anal, propre à la culture indo-hindoue. Ainsi, la théorisation freudienne sur les stades de la libido se superpose à l'idée d'une infériorité des civilisations restées arrimées à une primauté symbolique du féminin et ou du maternel. Donc, incapable d'accéder au stade phallique. Bref, il y a toute une idée de comment se développe l'être humain chez Freud. Et il est beaucoup arrivé de faire une analyse pour dire mais en fait les peuples qui n'ont pas une culture occidentale, ce sont des peuples primitifs. En fait, ils sont comme des enfants. Et du coup, on retrouve cette métaphore-là avec l'idée que on va analyser ça comme si effectivement c'était des enfants et donc ils sont à un stade peu avancé du développement, alors que les stades avancés, c'est ceux, voilà, les mêmes métaphoriquement que ce qu'on pense pour l'individu. Et dans la perspective d'une psychologie des peuples hiérarchisés, donc c'est ça, évolutionniste et paternaliste, le colonisateur finit par jouer le rôle d'instance paternelle, justifiant ainsi son emprise émancipatrice sur le colonisé. Ce sont donc les grands traits d'un usage philo-colonial du freudisme qui se dessinent ici à travers, entre autres, une superposition de l'analyse de la question coloniale intérieure, l'Irlande, à celle de la question coloniale concernant le joyau de la couronne britannique, c'est-à-dire l'Inde, selon un parallélisme fort répandant à l'époque en raison même de l'impact que la guerre d'indépendance irlandaise produisit sur l'empire colonial britannique. Or, on peut émettre l'hypothèse qu'une telle mise en conformité idéologique du freudisme en Grande-Bretagne dans l'entre-deux-guerres ne fut pas accidentelle, purement contingent ou lié uniquement à la figure de Jones, mais fut un élément idéologiquement fondamental de son intégration par une partie de l'établissement savant britannique fortement identifié à la cause impériale. Quitte à tordre la psychanalyse pour la première fois, mais non, certes, pas pour la dernière, dans le sens d'une psychologie des peuples à laquelle elle ne s'était jamais prêtée auparavant. Bon, oui et non, mais bref, on va pas rentrer dans le détail. Du coup, l'idée à retenir, c'est que pour que la psychanalyse, et merci pour le follow Pim, bienvenue à toi Pim, pour que la psychanalyse s'implante en Grande-Bretagne, il a fallu colonialiser, mais en sorte, voilà, rendre colonial, rendre plus colonial, plus philo-colonial la psychanalyse, et donc avoir ces analyses-là, voilà, à la hache, qui ont été décrites ici. Mais qu'en est-il de la France? Le défi anticolonialiste des surréalistes, scène primitive du freudo-marxisme en France. Le contexte de la réception je reprends. Le contexte de la réception politico-idéologique de la psychanalyse en France, dans l'entre-deux-guerres, paraît sensiblement différent. Je suis désolé, j'essaie d'aller un peu vite parce que on a lu ça il y a 2-3 semaines, donc voilà, c'est du déjà vu me concernant. Il est communément admis, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez revenir en détail sur un point, un machin, si je passe un peu vite ou voilà, s'il y a des questions quoi, n'hésitez pas, c'est un live
Twitch, donc ça se veut interactif. Il est communément admis donc, en effet, le rôle qui joue le surréalisme, lequel rompt avec la frilosité de l'accueil réservé au freudisme par les milieux médicaux, psychiatriques et savants dans les premières décennies du XXe siècle, ainsi qu'avec toute idée d'un inconscient à la française. Les surréalistes revendiquent désormais l'ouverture à l'analyse profane, conçue comme une appropriation libératrice de la psychanalyse par tout un chacun, contre tout monopole médical ou disciplinaire, et ouvrent grandes les portes à l'idée d'un impact généralisé du freudisme sur la littérature et l'esthétique, en considérant leur parti pris freudien comme complémentaire à leur positionnement communiste et marxiste au cours des années 1920. Donc voilà, et ce que je voulais dire. Donc du coup, voilà, à la différence. Donc l'analyse profane, c'est l'analyse, donc c'est de la psychanalyse menée par des personnes qui ne sont pas médecins. Et donc ce qui s'est passé en France, c'est que c'est beaucoup les poètes, du coup, les surréalistes, qui ont porté la question de la psychanalyse, là où dans le milieu médical, ils étaient un peu plus frileux, quoi. C'est pour cette raison que l'on peut parler, en effet, d'un freudo-marxisme surréaliste, même si la double allégeance de Breton et des surréalistes à Freud et à Marx prend rarement le caractère d'une véritable fusion entre ces deux paradigmes, comme il advient par contre chez les freudo-marxistes proprement dit. Voilà, je me souviens de cette take. Il n'est pas question de revenir ici en détail sur cette généalogie singulière, riche et de conséquences pour l'avenir de la psychanalyse en France. Il faudra insister, donc l'avenir de la psychanalyse en France, est-ce qu'il veut parler de rapport entre surréalisme et psychanalyse? Ok, il y a un bouquin là-dessus. Parce que je pensais que ça sous-entendait, comment il s'appelle, Lacan, qui a beaucoup porté la question du surréalisme, la question du langage, etc., qui est aussi très travaillé par les surréalistes. Bref. Il faudra insister en revanche sur le fait que non seulement les surréalistes réalisent une importation massive et sauvage du freudisme dans le champ esthético-littéraire et politico-avant-gardiste en France, importation qui marquera durablement le jeune Lacan, donc voilà, Lacan on y est, mais ils s'engagent à peu près dans les mêmes années de leur conversion freudo-marxiste sui generis dans le combat anticolonialiste. Donc voilà, autant, comment dire, autant en Angleterre, il y a eu des médecins qui ont apporté la psychanalyse en lui faisant porter un discours colonial, autant en France, ça a été plutôt des artistes qui ont amené ça, qui avaient aussi une formation marxiste et qui étaient engagés dans le combat anticolonialiste. Le premier engagement politique concret du groupe surréaliste remonte en effet à 1925, avec leur campagne largement minoritaire contre la guerre du Rif et contre le général Lyotet, responsable de la guerre contre la rébellion menée par Abdelkrim au Maroc. Pendant l'été 1925, 17 membres du groupe surréaliste, parmi lesquels Breton, Aragon, Crevel, Desnos, Éluard, Léris, Masson, Perret et Soupeau, bon bref toute l'équipe quoi, signent l'appel des travailleurs intellectuels, oui ou non vous condamnez la guerre, rédigé par Henri Barbus pour l'Humanité. C'est intéressant de lire ça, alors qu'on est au premier jour de tout un week-end lancé notamment par le collectif Guerre à la guerre. Voilà, il y a toute une campagne contre l'armement, contre la militarisation. Voilà. L'histoire se répète, n'est-ce pas? À cette époque, le PCF est la seule organisation à condamner ouvertement la guerre coloniale française et à réclamer l'indépendance pour les colonies, suivant en cela la ligne officielle établie par le Comintern en 1924, à la suite d'un contre-appel en soutien des troupes françaises combattant au Maroc. Publié le 7 juillet 1925 par Le Figaro, les surréalistes en signeront un deuxième, co-rédigé avec les membres de revues communistes, Clarté et Philosophie, appelant à la désertion et à la fraternisation avec l'ennemi avant la capitulation d'Abdelkrim face aux troupes coloniales de Pétain appelées à remplacer Lyotet. Non seulement, donc, l'engagement politique des surréalistes se place ouvertement sous l'enseigne de l'anticolonialisme et de l'anti-impérialisme, mais c'est à partir de cette campagne de 1925 que s'amorce une première convergence concrète avec le PCF et les intellectuels communistes français, au point de songer à la fondation d'une revue commune qui aurait dû s'intituler Guerre civile. Il n'en sera rien car les raisons de l'anticolonialisme virulent et décomplexé des surréalistes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du PCF. L'anticolonialisme surréaliste naît d'un bilan sans concession de la faillite de l'Occident après la Grande Guerre, de l'idée d'une banqueroute civilisationnelle appelant à une subversion de fond en comble de ses présupposés et à une refondation dont Marx et Freud sont les noms emblématiques. Ainsi, l'orientalisme et l'exotisme des surréalistes sont d'un genre tout à fait différent de ceux d'un Romain Rolland, s'opposant à son tour à la guerre au Maroc de 1925.
Les surréalistes n'envisagent pas une régénération de l'humanisme au contact des sagesses orientales, mais ils souhaitent en finir avec la culture humaniste dominante. Peut-être pas tort. Disons, pour simplifier, avec celle qui va de la Renaissance aux Lumières, par la réactivation d'autres éléments mineurs de la tradition européenne, le Moyen-Âge, l'alchimie, le mesmérisme, Rimbaud, Lautréamont, etc. Et par l'ouverture sur le monde extra-européen, le monde nègre, entre guillemets, arabe, les arts premiers, Haïti, etc. Cette attitude néo-romantique adoptée par les surréalistes ne se traduit pas non plus dans un éloge de l'irrationnel, de l'étrange ou l'étranger ou du sauvage. Il existe en effet un discours de la méthode surréaliste incarné par les manifestes de 1924 et de 1930, ainsi que par une quantité de textes et de recherches qui visent à déjouer toute tentation mystico-irrationnelle et à insérer cette sorte d'élargissement de la raison prônée par les surréalistes dans le cadre d'un projet poético-politique collectif. En ce sens, le recours à Marx contrebalance celui à Freud et vice-versa, ce qui rend utile pour les surréalistes la recherche d'un point de vue de fusion entre les deux paradigmes, comme il advient dans la littérature freudo-marxiste de la langue allemande, Reich, Fromm, Marcuse. C'est donc en vain que l'on recherchera dans les prises de position surréalistes contre la raison coloniale à partir de 1925. Rappelons la campagne contre l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, l'engagement aux côtés des Haïtiens et d'Aimé Césaire, et enfin la mobilisation contre la guerre d'Algérie, donc c'est en vain qu'on trouvera la trace d'un recours explicite à la psychanalyse. Ce n'est pas sous cette forme que se donne l'anticolonialisme freudo-marxiste des surréalistes, il s'agit plutôt de l'établissement d'un espace critique commun dans lequel sont fusionnés le marxisme hétérodoxe et le psychanalysme profane des surréalistes opèrent en vue de la construction d'une anthropologie renouvelée, concernant à la fois le destin de l'homme moderne et le destin de l'homme prémoderne, la civilisation de la production et du travail salarié, dont les surréalistes se méfient profondément, ce qui était un des points majeurs de leur différend philosophique avec le marxisme, et les civilisations régies par des modes pré- ou anticapitalistes. Donc en gros, il mélange pas vraiment marxisme et psychanalyse, ni anticolonialisme, mais ils tiennent tout ça dans un espace commun et jonglent un peu avec des trucs venant de l'un, de l'autre, etc. Bon. Ainsi, le coup d'envoi surréaliste et le nouage indirect réalisé entre critiques sans concession de l'idéologie coloniale, marxisme et freudisme, constitue par-delà les épreuves auxquelles sera soumise pendant les années 30 l'allégeance au communisme du mouvement surréaliste, la première figure historiquement donnée d'une alliance possible entre psychanalyse et marxisme en vue d'un dépassement de la raison coloniale. Et, comme telle, elle exercera une influence souterraine et de longue durée sur d'autres séquences historico-théoriques dans la deuxième partie du XXe siècle, lorsqu'on basculera de la question coloniale à celle de la décolonisation. Décolonisation, nous y arrivons. Deuxième partie du XXe siècle, nous y arrivons. Mais est-ce que j'y vais? Que je regarde, c'est quoi après le truc? Parce que le truc, c'est que là, on rentre sur Manoni, Octave Manoni, et que. Oui. Et que ça va être justement, ce qu'on va lire après, ça va être Manoni, donc j'ai peur. Alors, l'exil de Breton, 41, Aimé Césaire. Je vais regarder où est-ce qu'il commence son texte. Ouais, il reprend un peu avant. Est-ce qu'il parle de Madagascar? Mais je pense que je vais quand même, voilà, je vais quand même laisser ça là. On est à combien de temps de... Ouais, on a 1h20 de stream quand même. Merci pour le follow, Kaukaju. Je sais pas pourquoi j'ai pas les alertes. Il faut que je jette un œil. C'est ce que je dis à chaque live et c'est pas ce que je fais du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien de l'article. On va pas aller jusqu'au bout. Comme ça, on va passer à la suite. Voilà,
l'article, de toute façon, il est dispo gratuitement en ligne, ici même. Voilà, et les gens en replay pourront retrouver ça dans la description. Si je fais bien mon travail. Pour l'instant, on va faire une légère pause into le dernier clip de Tiakola. Et on va regarder un trailer d'un truc que je suis en train de regarder en ce moment sur Netflix. Et après, on ira sur le deuxième article qui était ce qu'on devait lire de base, ici. Alors, on s'est juste fait un rappel de comment ça s'est passé en France, la France et l'Angleterre, la psychanalyse, le colonialisme, voilà, comment tout ça se mélangeait. Et ensuite, on va passer à Octave Manodi. Le Boug, pour l'instant, on est sur Tiakola Genesio. Ça vient de sortir, il y a 21h. On se détend un peu, on détend les neurones, on prend un coup d'eau, on regarde le film de Arthur Kizi. J'arrive le cours en pétienne à l'américaine. 400 ans d'esclavage n'est pas mérité. Rêvons plus grand, disons yes weekend. C'est oh. Rêvons plus grand, disons yes weekend, je suis pas sûr. La référence à Obama, je suis pas sûr. La couleur du monde, femme africaine, ne donne pas de crédit à leur jalousie. Rêvons plus grand, je dis yes weekend, c'est trop. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Woman King. Ok, donc on est sur un hymne aux femmes noires. Let's go, on est là pour ça. Beaucoup d'enjeux, l'argent fine, trop de choses à dire. Mais qu'est-ce que ça te fait de passer du Yango à la limousine? Souvent en ligne, mais je reste connecté. Pour toi, tu peux compter sur moi. Elle a offert, car sur ma holding, me traite. Ouais, elle est grave fraîche, sa veste blanche là. Elle est grave fraîche. De tes enfants comme toi. Ma femme, c'est la street, c'est mon brother. On y a plus fort qu'Amadou et Mariam. Prêt à affronter, ex et d'un soir. Et si tu pars, je rentrerai pour toi comme burner. Communiquer, aujourd'hui se faire. Comme aller chaque week-end au cinéma. Faut que le passé, futur est devant toi. Hey, pas que ça à faire, y'a plus important. Hey, Biffen Kaji, mon cœur comme ma carte. C'est une veste là. Waouh. Pour ta loyauté, je mettrai un billet pour que tu brilles plus que Cardi B. Faut que t'assures que tu donnes bien. T'assures que tu donnes bien. Sera-t-elle plus fidèle que le gold? J'arrive le cours en pétienne à l'américaine. 400 ans d'esclavage n'est pas mérité. Ouais, il me faut une pause là, il me faut une pause. Là, je me suis mangé la dinguerie. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, Tiakola, qui a sorti une dinguerie en début d'année, à janvier, il avait sorti Bienvenue dans le milieu, qui est un album, je trouve, incroyable. Il vient de sortir la réédition, voilà, l'extension avec des nouveaux sons, et notamment pas mal de sons avec Genesio. Il faut qu'ils fassent un projet ensemble, hein. Ils fassent un EP, un truc, un album ensemble. Ça marche très bien entre eux. Je le trouve trop bien. Le clip est bien, le son est bien, franchement, c'est lourd. Plus grand, disons yes weekend, c'est oh. Tu as la plus belle couleur du monde, femme africaine, ne donne pas de crédit à leur jalousie. Rêvons plus grand, je dis yes weekend, c'est trop. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier. Non, la sœur là, elle a carrément, c'est biffé sur son. Biffen Cordinier. Ça va loin, hein. Woumani, que t'es belle et jolie. J't'emmènerai faire le tour du club. Si t'es fidèle comme Maldini. Et sur toi, je mets beaucoup de mailles, je mets beaucoup de peine, je mets beaucoup de mots. On était plusieurs, mais c'est sur toi. Mais c'est moi qui ai eu le bon numéro. T'as pas ou quoi? Biffé Kadi, Melissa Kadi. J'me perds, j'm'oublie. Entre charge et skinny. Congolais, je sais m'habiller. Carte de crédit illimité. J'viens changer ta vie en un dé. J'ai la méthode comme le J'arrive le cours en bitchen à l'américaine. 400 ans d'esclavage, c'est pas mérité. Rêvons plus grand, incroyable. Yes weekend, c'est trop. T'as la plus belle couleur du monde, des femmes africaines ne donnent pas de crédit à leur jalousie. Rêvons plus grand, disons yes weekend, là c'est trop. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier, Biffen Cordinier. Biffen Cordinier,
woman, traitons de love. Même si le monde te tourne le dos, moi tu m'apprécies. C'est cette dame là. Dans les quatre coins du monde, ta beauté résonne. Là c'est trop. Ah, c'est trop. C'est vraiment bien. Hein. J'ai bien aimé ça. On n'a pas le... On ne sait pas qui est la dame, la chanteuse. Hein, alors, on fait l'hymne aux femmes noires, mais la chanteuse là, qui est une femme noire, il n'y a rien, artiste Kani. Bref, c'est peut-être elle, mais bon. C'est un peu léger. Biffé, ça veut dire je t'aime. Ikadigné, ça veut dire tu me plais. Ok, en bambara. Ok, c'est ça qui est dit. Je t'aime, tu me plais. Merci Tiakola et Genesio d'avoir représenté ces femmes africaines. Toi qui vois ce commentaire, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup ça en ce moment. Rêvons plus grand, disons yes weekend. Ouais, je suis pas sûr de... Bref. Lourd. On aime ça. Hein. Je vous envoie ça. Je m'attendais pas à ce que j'aime autant. Faut que j'écoute le projet de Tiakola, la réédition. Bref. Passons à Trainwreck vite fait avant de repasser à l'article. L'article qui nous concerne. Trainwreck, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une série Netflix. Alors ça, ils l'ont sorti quand ? Il y a 2 ans, voilà, il y a 2 ans. Donc peut-être tout le monde connaît ça. Il y a 1,5 million de vues. Moi, je découvre ça maintenant. Enfin, j'ai dû voir passer, genre, j'ai vu Woodstock 99. Je me suis dit, ça peut être intéressant, mais je pense que je regardais pas. Et en fait, j'ai regardé parce qu'il y a eu d'autres trucs qui m'ont amené à. Et donc, j'ai regardé là le premier épisode. Et vas-y, on regarde ça. It was going to be the biggest party Il parle on the juste de la planet. première journée. But that's not what Merci pour le follow, les gens. Classe Keter, ça va quoi? any of us remember it for. What the hell happened? Les sous-titres? It really felt like it was flower power and coming together in harmony. I've never seen this many people. Just peace and love and music. That was it. It felt like a Donc voilà, vous voyez le festival machin et ça va déraper. crowd that could turn at Ça any va, time. écoute, ça It va. was like this unleashing of all this energy. There was no control. The environment Comment was ça just va un peu very déraper. male ego. Ouais, on voit aussi la question, donc ça on voit déjà dès le premier épisode ce qu'elle est en train de dire, le côté, voilà, au début on est sur un truc, c'est Woodstock, c'est hippie, machin, les gens sont à poil, donc les mecs, les meufs et tout, beaucoup de meufs si elles sont pas à poil, seins nus, etc. Et je me suis, quand j'ai entendu ça, ouais, petit live chill, je me suis, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais, il a dû se passer des dingueries, malheureusement, on connaît ce genre humain. Et donc oui, voilà, la façon dont tout ce truc vraiment hippie, en fait, qui est l'identité de Woodstock, ça a été un peu détourné par tout le côté, les gens, voilà, les fraternités universitaires, ouais, ce petit truc un peu viriliste. Peut-être pas encore dire masculiniste, mais quand même au moins assez viriliste, qui est quelque chose qui ressort là carrément de façon masculine maintenant dans les années 2020 quoi. Seins nus, bah c'était Woodstock quoi. Woodstock, les gens sont en festival, ils viennent pour quelques jours, ils viennent voir des artistes, et donc t'as des gens qui étaient nus. Ouais, t'as un moment, une personne, moi j'ai regardé que le premier épisode qui raconte le premier jour. Donc t'as une personne qui est au téléphone avec sa mère qui dit ah c'est super, elle est complètement high parce que les gens se bourraient la gueule dès le matin, etc. Prenaient des drogues et tout, et donc elle dit ah c'est super, ça se passe super, les gens sont nus machin. Et donc sa mère a dit quoi nus, et dit ah, bon faut que je te laisse, allez salut. Voilà, donc voilà, c'était Woodstock 99, et donc ça part, bon je vais pas tout montrer parce que je pense qu'ils vont commencer à montrer que les gens vont s'en prendre au décor, enfin ça va aller dans tous les sens. I started seeing large groups of dudes surrounding women. There was a lack of respect. Given the climate of the guys there, I'm not surprised by it. Hey guys, back, give us some room. You're getting scary here.
What sort of setup do you have for accountability? How many security guards do you have on site? They were glossing over all of that. Big fat ripoff. They're all about making money off us, and we're pissed. But the show was going to go on. I think we need to see a whole hell of a lot more! When you see it with your own eyes, it's just 10 times more shocking. Once you become part of a herd, you become like animals. Things are just getting out of control. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie des foules, hein, de comment tu es... Pardon, je traduis pas ce qui est dit, mais... ouais, des heures de fou, voilà. Ça commence à brûler, ça finit par brûler des trucs. Enfin, ça part loin. Ça part loin. Bref. All of these people. Et donc en fait toutes ces questions là parce que donc il y a ce festival Woodstock 99, il y a 3 épisodes dessus et c'est ce que je vais regarder là dès que je vais couper le stream, je vais regarder la suite des épisodes. Et j'ai regardé aussi hier je crois le truc sur le festival Astroworld et donc sur ces questions de festival, c'est de la gestion en fait d'événements et donc gestion de foule. Et donc sur Astroworld où il y a quand même eu des morts, c'est comment tu amènes des gens enfin comment tu construis ton événement. Je coupe à quelle heure, j'en sais rien, franchement on va juste lire un article et je couperai quand ce sera. Or acting like animals. We got fires everywhere, look at this. Kerosene, match. Voilà, c'est le bordel de ouf. Donc moi là où j'en suis, c'est pas encore le bordel, donc il commence à dire voilà c'était la première journée machin, et après c'est devenu le bordel. Donc j'ai très envie de voir la suite. Mais pour l'instant ce qu'on va faire c'est lire ensemble La condition postcoloniale entre marxisme et psychanalyse, l'apport d'Octave Manoni. Donc la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Va être évoqué là. Dans une contribution précédente, nous avons esquissé, donc ça a été écrit un an plus tard, c'est-à-dire en 2017. Dans une contribution précédente, nous avons esquissé les grands traits d'une préhistoire de la rencontre entre critique de la condition coloniale et psychanalyse via le surréalisme, ses engagements anticoloniaux dans les années 20 en France, puis ses croisements avec le mouvement de la négritude au début des années 40 en Martinique et ailleurs. Donc ça c'est ce qu'on n'a pas lu tout à l'heure. Nous sommes parvenus jusqu'au point d'identifier le moment d'émergence d'une critique analytique de la condition coloniale avec Psychologie de la colonisation d'Octave Manoni, un livre publié en 1950 mais anticipé par toute une série d'articles préparatoires dans les années 47-49, parus dans les revues Psyché, Esprit, Chemin du Monde et dans la revue Psychologie des peuples. On a dit condition coloniale, mais il serait plus approprié de parler de situation coloniale, étant donné que c'est autour de ce quasi-concept, de ce syntagme critique, que tourne l'essentiel de l'analyse manonienne. Ok, donc Octave Manoni, psychanalyste, qui va être lacanien, qui était un colon en fait, qui a été à Madagascar, et qui du coup, ses premiers textes, c'était sur la question de la colonisation. Après, il ne sera plus du tout. Le nom du documentaire, tu veux dire, c'est Trainwreck. Tu mets Woodstock 99 sur Netflix, tu vas trouver. Voilà. Et sinon, de ce qu'on lit, c'est la condition postcoloniale entre marxisme et psychanalyse. Mais de toute façon, je donnerai le lien de l'article à la fin de la lecture. Donc, on a une petite quinzaine de pages là à lire. Enfin, une petite... voilà. Et ce que je voulais dire, je sais pas à quel point Livio Boni, donc l'auteur de l'article, va aborder ça, mais il y a des tensions des désaccords profonds entre Octave Manoni et Frantz Fanon sur l'analyse de la colonisation. Voilà, Livio Boni ainsi que Sophie Mandelson sont dans un truc où ils essaient un peu parce que en fait, vu qu'Octave Manoni a écrit sur la colonisation effectivement fin des années 40, début des années 50, et après il en a plus du tout parlé. En fait, c'est quelqu'un qui est pas trop étudié sur la question de la colonisation, et donc ils essaient de le réhabiliter, Livio Boni et Sophie Mandelson, en disant il n'y avait pas que des trucs dégueux quand même chez Manoni, bref. Un carrefour critique, la situation coloniale chez Manoni. Par situation coloniale, Manoni entend plusieurs choses en même temps. Tout d'abord, l'idée que la domination coloniale n'est pas réductible à une relation univoque entre dominé et dominant, mais implique
une relation, c'est-à-dire un certain degré d'intersubjectivité. Le colonisé intériorise nécessairement l'instance dominante, lui attribuant une certaine imago. Donc là, on est dans les concepts psychanalytiques, je ne vais pas aller dans le détail. Alors même que le colonisateur se transfigure à son tour à travers l'expérience coloniale, transformant par exemple, comme il advient chez les colons, un certain sentiment d'infériorité éprouvé en métropole par rapport à sa situation en complexe de supériorité dans la situation coloniale. Et ça, c'est un truc qu'a vécu Manoni lui-même, donc il n'est pas neutre dans cette histoire. Bref, la catégorie de situation, faisant allusion à la pensée existentialiste de Sartre, sans toutefois s'en réclamer ouvertement, permet ainsi à Manoni de condenser dans plusieurs perspectives. La perspective hegelienne de la dialectique maître-esclave, la logique intersubjective de la phénoménologie, pour laquelle le sujet se constitue, pour ainsi dire, à partir de ses objets, et la logique sartrienne. Après, je ne suis pas philosophe, donc je n'ai pas toutes les subtilités de ce qui est évoqué là, mais je pense que ce n'est pas forcément indispensable. Donc la logique sartrienne, selon laquelle rien n'est concevable sinon en situation, c'est-à-dire à l'épreuve d'un choix qui le détermine dans une circonstance concrète. L'ensemble de ces ingrédients théoriques est présent dans la réélaboration par Manoni de la notion de situation, désormais appliquée à la condition coloniale. Certes, cette dernière, par sa dimension spatialisante, renvoie par ailleurs, comme chez Sartre, à l'idée d'une scène au sens théâtral du terme, et à une conception de la subjectivité comme rôle à l'intérieur d'une situation, demeurant ouverte à une série de renversements possibles. Ce tropisme théâtral, qui ne quittera plus l'œuvre de Manoni, même après que ce dernier aura renoncé son ambition de fournir une analyse critique de la situation coloniale, est très important. Même si le concept de masque n'apparaît qu'incidemment chez Manoni, il est partout implicite, et Fanon ne fera que se le réapproprier dans Peau noire, masque blanc. Est-ce qu'il ne fait que se le réapproprier ? Bon, ouais. En revanche, dans un article intitulé « La plainte du noir », donc on en parle, le seul texte écrit par Manoni sur la question coloniale après sa psychologie de la colonisation, paru en 1951 dans un numéro d'Esprit consacré à la question noire, la notion de masque est avancée explicitement et il faut croire que c'est bel et bien cet article qui incitera Fanon à reprendre cette dernière peu après dans son livre de 1952, d'autant plus que Fanon lui-même contribue à ce même numéro d'Esprit avec un article au titre partiellement identique à celui de Manoni, La plainte du noir, l'expérience vécue du noir. Ouais, je pensais qu'il parlait de ça plus tôt. Citons donc un passage de l'article de Manoni. Évidemment, il ne faudrait pas s'imaginer que le noir soit plus authentique que le blanc. C'est la situation dans laquelle le noir et le blanc sont en rapport, avec tout le poids de ce qu'a été l'histoire passée de ces rapports, avec l'exigence tacite que le noir apporte, avec la plainte qu'il porte par sa seule présence, et qui n'est jamais oubliée, même sous la fierté. C'est cette situation par elle-même qui est dévoilante, si on ose ne pas fuir le dévoilement. On a l'impression que le noir est condamné à faire tomber les masques par le fait qu'il montre sa peau. Cet extrait est tiré de la première partie de l'article où Manoni s'attache à illustrer comment la plainte du noir s'adresse aussi et avant tout à l'universalisme abstrait. Ayant reçu le droit Pardon, c'est une citation, donc je vous fais une voix de citation. Je vais prendre un coup d'eau là parce que j'ai un chat dans la gorge. Ayant reçu le droit d'être un homme, il découvre qu'il doit encore douloureusement lutter pour le droit d'être un nègre. Et il ne doit pas oublier cette revendication. On retrouve ici la revendication d'un universel singulier et la conviction partagée sous des formes différentes par toute la première génération des penseurs de la négritude, depuis Césaire jusqu'à Senghor, qu'il faut dialectiser la question raciale en revendiquant l'être nègre, avant même de songer à un dépassement de celle-ci. C'est également la position de Sartre à la fin des années 40, dont on aperçoit l'influence massive dans l'approche de Manoni, y compris dans la formule finale. On a l'impression que le noir est condamné à faire tomber les masques par le fait qu'il montre sa peau, dans laquelle on reconnaît autant le célèbre
on est condamné à être libre, que les échos du théâtre sartrien où le concept de situation se trouve illustré et mis au travail. On pourrait enchaîner des renvois à Sartre qui traversent le texte de Manoni, le thème de l'authenticité-inauthenticité, l'idée d'une aliénation fondamentale à l'autre et à l'image qu'il se fait de nous, l'idée que le noir est une invention du blanc, un peu comme le juif est désormais, pour le Sartre, des réflexions sur la question juive, une invention de l'antisémite, etc. Tous ces motifs sont évidemment présents et influents dans l'analyse de Manoni et il serait intéressant de mener une lecture comparée des contributions de Manoni et de Fanon à ce numéro d'Esprit du printemps 1951 afin de voir où leurs lectures divergent ou convergent exactement dans l'analyse de cette plainte du noir. La première grande différence entre ces deux textes parallèles étant en deçà de leurs énoncés dans l'énonciation même qui se fait chez Fanon à la première personne, sous une forme auto-analytique, bien que cette dernière ne renonce jamais à des allers-retours perpétuels entre le plan de l'expérience vécue personnelle et le plan plus objectif, alors que l'analyse de Manoni se conclut par le recours objectivant à une enquête sociologique nord-américaine concernant la représentation de la beauté chez des enfants noirs, dont ressort une association précoce de la beauté à la blancheur de la peau et de la laideur à la noirceur. T'habites le fait que je sois passionné par des réalités qui touchent profondément le peuple noir, étant toi-même africain, vraiment intéressé, t'apprécies d'en parler sur une plateforme publique, sens bien ma passion. Ah ouais, ok, oui, j'ai un intérêt pour la chose, c'est sûr. Lecture fluide et limpide, tant mieux si ça fait cet effet-là. Manoni évoquera à ce propos un drame au sens politzérien du terme, où retentit une fois de plus une logique théâtrale, afin de souligner la compatibilité entre lecture objectivante et lecture subjectivante. Bref, ce qu'ils disent pas, je trouve que c'est un problème de se donner des airs d'objectivité quand tu es ou a été colon toi-même, et du coup, encore une fois, il n'est pas neutre dans cette histoire, et du coup, bref, c'est bien de dire que le noir est inventé par le blanc, mais bon, bref, je trouve pas ça suffisant en soi, politiquement parlant. Quant au texte de Fanon, qui sera repris et développé dans le chapitre 5 de Peau noire à masque blanc, il est remarquable qu'il présente dans un style polémique et relevé la formation même d'une conscience noire à travers ses mouvements dialectiques et ses contradictions, n'épargnant pas le Sartre de l'Orphée noir, à qui il reproche d'avoir détruit l'enthousiasme noir, réduisant la poétique de la négritude à un moment romantique de l'émancipation qu'il faudrait dépasser dans la constitution d'une conscience révolutionnaire plus large. Francis Janson, j'ai envie de dire, Janson, on va franciser. Francis Janson comparera l'enthousiasme de Fanon lors de la découverte de la négritude à une forme de réappropriation sexuelle de soi. Car la recherche de la négritude, c'est en quelque façon pour le noir la tentative de faire l'amour avec sa race. C'est bizarre comme expression quand même. Hein. J'avais besoin de me perdre dans la négritude, absolument. Et Fanon se plaint d'avoir été au paroxysme du vécu et de la fureur, expulsé de lui-même. Ce qui n'est pas sans évoquer l'espèce de traumatisme et le sentiment de mutilation que peut éprouver l'homme de façon plus ou moins vive, avec une conscience plus ou moins claire, à l'issue de son union charnelle avec la femme. Je trouve qu'il est en train de complètement partir en live, le Mister là. Lorsqu'il lui faut, sans transition, réassumer son autonomie corporelle et qu'il se découvre soudain frustré, chassé, exposé aux rigueurs du monde, jeté à vif à quelque châtiment. Ici, Janson saisit au plus près quelque chose ayant trait plus largement à la prose théorique de Fanon, toujours fortement sexualisée, marquée qu'elle est par les références à l'œuvre de Wilhelm Reich, chantre analytique de la sexualité génitale. Mais on pourrait prolonger l'observation quasi analytique de Janson et souvenir que Sartre joue en quelque sorte pour Fanon le rôle d'instance castratrice paternelle, lui permettant de dépasser la redécouverte, somme toute oedipienne, de la négritude comme ce qui permettrait une réappropriation de soi. D'autant plus que, on le sait, cette césure sartrienne sera précieuse pour le devenir de la pensée politique de Fanon. Bon, je trouve qu'il force un peu, bref. Ils ont envie de mettre de la psychanalyse, là, de psychanalyser Fanon, bref. Je trouve qu'ils forcent un peu. Je trouve, là, comme ça, il n'y a pas les éléments qui permettent d'affirmer ce qu'ils affirment. Mais revenons maintenant à la notion de situation coloniale. Elle est le pivot véritable des analyses de Manoni et le carrefour obligé pour toute lecture du différent Manoni-Fanon,
qui ne se contenterait pas de le réduire à des oppositions catégorielles de genre, psychologie du colonialisme versus psychologie de l'anticolonialisme, psychologie appliquée versus approche freudo-marxiste, lecture dépolitisante versus lecture hyper-politique, voire même lecture extérieure d'un Européen français versus lecture interne à la condition coloniale d'un Antillais épousant la cause algérienne et africaine. Le chiasme entre les contributions de Manoni et de Fanon est irréductible à de tels schémas préfabriqués et demande un effort analytique pour être lisible. La notion de situation coloniale représente assurément le point par lequel la perspective de Manoni excède celle d'une psychosociologie du fait colonial. Cela n'a pas échappé à certains, comme le sociologue Georges Ballandier, auteur d'une étude influente dans le champ de la sociologie française d'après-guerre, intitulée justement « La situation coloniale, approche théorique », publiée en 1951 dans les carnets internationaux de sociologie. Il s'agit d'une longue étude théorique et méthodologique prenant acte du fait que la situation coloniale conditionne désormais l'objet même de l'ethnologie et de la sociologie, non seulement au sens où les sociétés extra-occidentales sont à présent profondément hybridées, ou en tout cas intériorisent et réservent une place à la présence du colonisateur, mais dans la mesure où elles se mettent en scène, devant le regard de l'anthropologue, à partir d'un ensemble d'attentes, de divisions de rôles et de schémas intersubjectifs solidement installés et en même temps fort complexes et variés. Bref, la situation coloniale traverse autant les acteurs de la description socio-ethnologique que leurs relations et demande donc à être pensée. Or, Baladi reconnaît au début de son article que, dans les travaux entrepris en France, seuls ceux de Manoni accordent une place essentielle à la notion de situation coloniale. Bon, je trouve qu'ils devraient... Bon, ils ont vite évacué le fait que, ah oui, c'est pas lecture de colon versus lecture de colonisé, mais les gens qui disent, ah, c'est très bien, c'est essentiel la question de la situation coloniale, qui est quand même une façon de dire, oui, mais c'est pas juste qu'il y a des colons et des colonisés, c'est une situation coloniale, donc qui dilue la question. Ah ouais, le moi-cast. Ça va ou quoi le moi-cast? Je suis en train de me marrer parce que j'ai vu l'extrait sur Twitter là. C'est Philippe Poutou. Non, c'est vraiment Philippe Poutou. Ça va ou quoi les gens? Ça va? Vous faisiez quoi chez le Boicast là? J'étais mort de rire devant cette séquence. J'étais mort de rire. Mais effectivement, ouais, Philippe Poutou et Béatrice Ouido ont ouvert une chaîne Twitch. C'était vraiment lui. Merci pour les follow les gens. Ici vous êtes donc chez la Psychothèque effectivement, où on parle beaucoup, il y a un moment on parlait beaucoup de psycho. Là il se trouve qu'on parle de psychanalyse, mais on parle beaucoup de politique aussi. Et donc là on parle plutôt colonialisme, psychanalyse et marxisme, avec un article de Livio Boni sur le sujet et qui revient sur Octave Manoni, qui est un psychanalyste qui a commencé par écrire sur la colonisation, parce que c'était un colon lui-même à Madagascar, et avec qui il y a eu des oppositions avec Frantz Fanon. C'est un nom qui doit vous dire quelque chose, voilà, qui a aussi beaucoup écrit sur la question coloniale. Et donc il y a, voilà, on est dans la partie, là on a lu voilà, le premier tiers de l'article, qui reparle un peu de Manoni, de qu'est-ce qui les oppose avec Fanon, qu'est-ce qui les rapproche, etc. Et j'étais en train de dire que je trouvais ça un peu facile de dire que, parce qu'en gros Livio Boni passait sur un sociologue, anthropologue qui citait Octave Manoni en disant, voilà, c'est le seul à avoir pensé la notion de situation coloniale. Et situation coloniale, en fait, je trouve que c'est un peu rapide de dire qu'il ne faut pas opposer le colon, lecture d'un colon et lecture d'un colonisé, et en même temps il faut voir que les seuls qui mobilisent pour l'instant en tout cas la notion de situation coloniale, donc une manière de dire c'est plus compliqué qu'il y a les colons et il y a les colonisés, en fait c'est une situation, et puis voilà, les gens sont en relation et donc ils font quelque chose de ce rôle qui leur est attribué, etc. D'accord, mais du coup ça dilue, c'est là que j'allais en venir au moment où vous avez débarqué, ça dilue la responsabilité de gens qui sont des colons. Alors vous avez regardé Slash Subi, j'irai dormir chez vous, c'était où ça? L'épisode d'Antoine de Maximi. C'est ça, c'est Antoine, hein?
Mais bienvenue, effectivement, bienvenue tout le monde, installez-vous. N'hésitez pas à follow ici. Et on va continuer. Voilà, maintenant en plus je vous ai fait un résumé, donc vous allez pouvoir suivre la suite de la lecture ici même. Mais du coup, ça se passait où là? J'irai dormir chez vous. Je sais pas si j'ai déjà regardé un épisode de ça, je sais pas. Chacun avait quelque chose à y gagner, voilà. On peut penser comme ça l'est fait, comme c'est fait, le fait que oui, il y a la réalité que il a stoppé sa carrière MDR. Il y a la réalité que voilà, il y a des statuts coloniaux, quoi, colons colonisés pour aller vite. Et oui, les gens en font quelque chose. Mais en fait, quand tu parles de situation coloniale, tu parles pas de pouvoir. Et donc, effectivement, c'est une lecture dépolitisante. Alors, il le dit à demi-mot, hein, Livio Boni, mais comme il a beaucoup un travail qui consiste à réhabiliter Octave Manoni, je trouve qu'il passe vite sous silence ces questions-là, quoi. Bref, en nuançant néanmoins aussitôt une telle reconnaissance par 2 remarques. Manoni, donc ça c'est Georges Ballandier qui cite Octave Manoni. Manoni aurait donné de cette dernière, donc de la situation coloniale, une définition imprécise, restant uniquement sur le plan psychanalytique. Et il ne serait pas l'inventeur de l'expression situation coloniale que l'on retrouverait dans les études sur la typologie des minorités du sociologue américain d'origine allemande Weavers. Ces remarques sont fort discutables, mais ce qui nous intéresse davantage pour le moment est la mise en lumière d'une certaine réception de la psychologie du colonialisme par la sociologie et l'ethnologie, réception qui ne se situe ni directement au niveau politique et militant, ce qui peut-être est un problème, d'où viendront la plupart des critiques à Manoni, ce qui peut-être devrait d'où sonner l'alarme, ni au niveau psychanalytique qui lui témoignera une certaine indifférence, mais au niveau critico-méthodologique. Donc effectivement, la psychanalyse, en psychanalyse, c'est peu connu le travail de Manoni sur le colonialisme, et l'indifférence, elle n'est pas envers la personne de Manoni qui va devenir après un nom un peu connu, c'est plus sur le sujet du colonialisme, et donc la question du rapport du milieu psychanalytique avec la question coloniale, quoi. Aujourd'hui encore, alors Livio Boni fait partie des gens qui, dans ce milieu-là, essayent de beaucoup porter la question décoloniale, mais en fait, ils sont peu à le faire. Dans ce contexte, il faut remarquer la transposition dont la notion manonienne fait l'objet afin de contribuer chez Ballandier à la conception d'un véritable manifeste pour une socio-ethnologie qui se voudrait engagée sans être marxiste, ouverte aux contributions anglo-saxonnes sans être constructiviste et théorisante sans être spéculative. C'est beaucoup de choses sans être beaucoup de choses. C'est dans ce contexte que se situe schématiquement l'œuvre de Ballandier et sa récupération de la notion de situation coloniale. De cette dernière, lisons alors la définition quelque peu éclectique que l'auteur propose à la fin de son étude. La société colonisée à laquelle s'attache l'anthropologue, en la nommant primitive ou arriérée, etc., participe à un degré plus ou moins important, selon son volume, son potentiel économique, son conservatisme culturel, etc., à la situation coloniale. Elle est un des regroupements constituant la colonie. Et l'on conçoit mal qu'une étude actuelle de cette société puisse se faire sans tenir compte de cette double réalité. La colonie, société globale au sein de laquelle elle s'inscrit, et la situation coloniale créée par celle-ci. Surtout lorsqu'elle se donne pour objet avoué les faits résultant du contact, les phénomènes ou processus d'évolution. Quand procédant de manière unilatérale, elle les décèle par rapport au seul fond traditionnel ou primitif, elle ne peut guère que les énumérer et les classer. De même, lorsqu'elle se limite à l'étude du contact entre institutions de même nature, comme le recommande Malinowski, c'était le point, pardon. Merci pour les follow, hein. net.net01 Berumoto, j'imagine que ça se dit comme ça, on dirait du japonais. Voilà, donc quand même il y a voilà, c'est autre chose que Manoni qui dit il y a la situation coloniale, là c'est dit il y a la colonie, donc il y a une situation administrative de pouvoir, quoi. Et il y a la situation coloniale, effectivement, on peut en parler, mais voilà, il faut parler du pouvoir quand même. Où et comment et sur qui s'exerce le pouvoir.
Nous avons voulu dépasser le cadre... Pardon, je refais la voix de lecture de citation. Nous avons voulu dépasser le cadre de ces simples indications en montrant comment une situation coloniale peut être abordée et ce qu'elle implique. Manifester que tout problème actuel de la sociologie des peuples colonisés ne peut être envisagé que par rapport à cette totalité. La notion de situation n'est pas le bien de la seule philosophie existentielle. Elle s'est imposée à divers spécialistes des sciences sociales, comme l'a fait Henri Vallon, ou sous le nom de conjoncture sociale particulière, avec Gurvitch, la notion de phénomène social total, élaboré par Mauss, préparé à de telles exigences. Et Mauss, il n'a pas d'initiale, tiens. Cet extrait suffit à entrevoir la voie empruntée par Baladier à une époque, le début des années 50, où la séquence coloniale n'est pas tout à fait épuisée et se préparent même les dernières guerres coloniales en Indochine, à Suez et en Algérie. Il s'agit de prendre en compte la dimension coloniale des sociétés en cours de décolonisation comme fait social total, c'est-à-dire comme élément qui ne peut pas être situé et circonscrit à des aspects particuliers de la société étudiée, qu'il s'agisse de la société dite traditionnelle, de la société des colons ou même des espaces sociaux créés par l'interaction entre les deux. Ballandier entend transposer la notion de situation en circulant entre phénoménologie, existentialisme, école de Chicago, ethnographie pragmatiste, pour lui donner une valeur conjoncturelle liée à cette phase désormais entamée de crise du colonialisme. Est-ce que je pense que la colonisation a réellement cessé d'influencer le peuple noir aujourd'hui ? Non. Sachant que là, on parle, le titre de cet article, c'est la condition post-coloniale. Donc ça sous-entend après la colonisation. Et donc le post-colonial, c'est bien l'idée que après la colonisation, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un néocolonialisme, il y a toujours quelque chose de colonial qui perdure. Et le décolonial, c'est l'idée que effectivement, il y a quelque chose qui perdure, qui s'appelle la colonialité, et qui, en fait, existe depuis avant même qu'il y ait ce qu'on appelle la colonisation, mais dès les explorations européennes, dès 1492, Christophe Colomb en Amérique, etc., quoi. Ainsi, la catégorie de situation coloniale représente ici d'abord et avant tout, l'exigence de traduire, du point de vue critique, méthodologique et idéologique, la prise d'acte de l'épuisement d'une séquence historique, celle du colonialisme européen moderne des 19e et 20e siècles, et l'ouverture, justement, on y vient, d'une nouvelle ère, pas encore franchement post-coloniale, mais déjà plus tout à fait coloniale. À ce titre, le syntagme situation coloniale participe d'une certaine logique du post-colonial, même s'il désamorce les aspects les plus radicaux de cette dernière, comme par exemple l'idée, tout à fait centrale aussi bien chez Manoni que chez Fanon, d'un effet de longue durée de l'expérience coloniale sur le sujet colonisateur lui-même et sur les sociétés colonisatrices, désormais travaillées par des formes d'introjection du colonialisme. Donc introjection, c'est intériorisation, pour aller vite. Ballandier, en revanche, croit encore pouvoir situer la situation coloniale dans les sociétés colonisées. Il reconnaît, certes, la complexité de ces dernières et les enjeux des implications et désimplications du regard européen, n'hésitant pas à évoquer le caractère en quelque sorte pathologique des sociétés colonisées, et même l'utilité pour l'anthropologie des crises politiques, sociales et culturelles que traversent ces dernières, qui seules permettent de comprendre les transformations en cours. Mais il se garde bien d'aller jusqu'à renverser cette perspective et de considérer que cette pathologie concerne également les sociétés colonisatrices où la décolonisation pourrait engendrer également des crises utiles. Bref, de cette réception par Ballandier de la notion de situation coloniale avancée par Manoni, on peut retenir 2 points essentiels. L'influence exercée par la psychologie du colonialisme de Manoni, par-delà la fin de non-recevoir dont elle fera largement l'objet dans les milieux anticolonialistes militants. Quand même, les militants ont tout de suite rejeté ce truc-là. Fanon a rejeté ce truc-là. Je trouve que la réhabilitation, il faut y aller mollo, quoi. Deuxième point, le fait que cette influence se fait néanmoins au prix d'une certaine mitigation des aspects les plus radicaux et les plus innovants de la perspective proposée par Manoni.
Donc, parlons marxisme un peu. N'oubliez pas de vous hydrater, n'est-ce pas? Le matérialisme pluridimensionnel de la situation coloniale. Tiens. Après ces éléments de mise en perspective historico-critique de la contribution fondamentale de Manoni, venons-en aux thèses elles-mêmes et à la réaction qu'elles susciteront chez Fanon dans ce que l'on peut considérer comme la première grande incursion de la psychanalyse dans la question coloniale et probablement la plus significative jusqu'à aujourd'hui, du moins dans le domaine francophone. Donc c'est quand même, ça doit poser question. C'est effectivement la première grande incursion et après la question a été assez peu abordée par la psychanalyse quand même. Alors que, bon, comme on voit, dans les études postcoloniales, dans les études décoloniales, dans les études subalternes, en fait, la question coloniale, elle perdure. Du point de vue de Manoni, l'analyse... Alors, tout ça, évidemment, c'est quelque chose dont Livio Boni est parfaitement conscient. Avec Sophie Mendelssohn, ils ont co-dirigé un ouvrage qui s'appelait Décoloniser le monde, je crois. Je sais plus comment ils appelaient ça. Mais bref, des trucs de psychanalyse décoloniale à travers le monde, quoi. J'ai pas le bouquin, mais ça a l'air vachement intéressant. Du point de vue de Manoni, l'analyse de la subjectivité malgache mettrait en... Parce que c'était à Madagascar qu'il était Manoni en colon. Donc l'analyse de la subjectivité malgache mettrait en lumière une autre résolution sociale possible du complexe d'Oedipe, qui ne passerait pas par le complexe d'infériorité dominant la subjectivité sociale et symbolique européenne, pour laquelle la dépendance, pour laquelle dépendance égale infériorité, mais ferait de la dépendance... Donc ça, en fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'il y a un schéma du complexe d'Oedipe, et ce que dit Manoni, c'est que, mais si on analyse la société malgache, peut-être qu'on peut voir sur comment se résout, comment se conclut, se termine le complexe d'Oedipe, peut-être qu'on peut voir une autre voie que celle qu'on a traditionnellement en psychanalyse. Donc ferait de la dépendance, donc la dépendance serait plus un égal de l'infériorité, mais la dépendance elle-même serait une solution contre l'angoisse de castration. Donc ce ne serait pas dépendance égale infériorité, mais c'est soit la dépendance, soit l'infériorité. C'est deux choses différentes. C'est ça qui retravaille Manoni. L'angoisse de castration, il faut entendre angoisse de ne pas être à la hauteur. Si vous l'entendez comme ça, vous allez plutôt bien raccrocher les wagons. Voilà, pour vous dire pourquoi castration, machin, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire l'angoisse de ne pas avoir ce qu'il faut. Bon, peut-être vous commencez à voir la métaphore. Élisant les ancêtres, et non pas le père, en objet symbolique d'une telle dépendance, réglée par une série de rituels et d'intermédiaires, les sociétés malgaches choisiraient une solution où l'individuation et la révolte contre l'autorité paternelle n'ont presque aucun sens. L'irruption du colonisateur redoublerait cette prépondérance du complexe de dépendance dont l'Européen deviendrait finalement l'objet privilégié à la place de l'ancêtre. Certes, pour Manoni, ces tendances civilisationnelles demeurent des tendances, et on peut trouver de la dépendance chez les Européens, et ainsi que du complexe d'infériorité dans une partie de la société malgache, d'autant plus que la colonisation ne cesse de constituer des hybridations et des identifications et contre-identifications entre les protagonistes de la relation coloniale. Bref. Mais il reste que c'est bel et bien la rencontre entre ces deux complexes, en quelque sorte complémentaires, qui structure à ses yeux la situation coloniale, situation impliquant donc une dimension traumatique, mais aussi fantasmatique et de séduction. Si ça vous intéresse, ces trucs qui racontent sur Manoni, voilà, l'analyse de Manoni, il y a le bouquin qu'il a coécrit Livio Boni avec Sophie Mendelssohn, qui s'appelle La vie psychique du racisme, où il parle beaucoup de ça. Or, du point de vue strictement analytique, les analyses de Manoni n'ont rien de bien excentrique. Pas de véritable rencontre sans fantasme, pas de traumatisme sans investissement fantasmatique. Ce qui déroute, en revanche, dans la psychologie de la colonisation, c'est la tentative d'articuler la lecture analytique à la mobilisation massive de l'ethnologie, culte des morts, culte des ancêtres, des investissements de la famille, dont tous les membres sont considérés comme des enfants de l'ancêtre étranger, et à l'analyse de la conjecture politique. Donc,
ce qui marque particulièrement, c'est comment Manoni essaie d'allier tout ça. Quant à cette dernière, donc l'analyse de la conjoncture politique, les hypothèses de Manoni ont un caractère ouvertement provocateur, d'autant plus que leur auteur se réclame du camp anticolonialiste. Le projet d'indépendance politique lui apparaît en effet comme un moyen pour réinstaurer une forme de dépendance nouvelle, non plus à l'européen, ni aux morts et aux ancêtres de la situation précoloniale, mais aux chefs de l'indépendance nationale. Le nationalisme est considéré par Manoni non seulement comme le but véritable de la lutte pour l'indépendance, oui, ouais, on peut dire ça, mais bon, ouais. Le nationalisme, le véritable but de la lutte pour l'indépendance, c'est l'indépendance, quoi. Mais c'est vrai que souvent, ça prend ensuite la forme d'un État-nation, quoi. Mais comme visant à instaurer une nouvelle forme sociale du vieux complexe de dépendance, cette fois-ci transposée sur les chefs nationaux et nationalistes. Contre une telle solution inconsciemment régressive, Manoni propose non sans embarras une régression consciente et tempérée qui pourrait passer par la réhabilitation et la réinvention d'institutions traditionnelles telles des conseils de village. Bon, pour expliquer ce qui est raconté là, la question de la régression, on l'a dit plus tôt, mais Freud décrit le développement des êtres humains par le passage par certains stades. Voilà, faut passer par certains stades, et même peut-être que la maladie psychique, la racine de la maladie psychique, c'est parce qu'il y a certains stades qu'on doit passer, et en fait, la façon dont c'est censé se passer, ça se passe un peu mal, et du coup, ça crée des fixations qui font que après t'as un fonctionnement qui est différent par rapport à la norme. Bon. Ce qui est dit là, c'est que la question de la régression, c'est que finalement, sur ce modèle-là de stade de développement, peut-être qu'en fait, il y a ce même truc au niveau des peuples colonisés, donc de tout un peuple, etc. Et que de la même manière qu'une thérapie peut s'envisager en prenant la forme d'une régression, c'est-à-dire revenir sur un stade antérieur pour voir que ça se passe mieux sur ce stade. Bref, c'est comme si, en gros, c'est comme si tu joues à un jeu vidéo. T'as fait un niveau mais t'as pas eu tous les points du niveau, et du coup il te manque des trucs pour les niveaux suivants, et tu dis je vais refaire le niveau le niveau précédent pour avoir vraiment tous les points et être bien au niveau suivant, quoi. C'est un peu ça qu'il propose, hein. Voilà. Régression avec une réinvention d'institutions traditionnelles comme telles les conseils de village, quoi. Bon. Se montrant lucide sur les limites intrinsèques de ces mêmes institutions, Manoni considère néanmoins préférable de tenter l'instauration d'une dépendance envers les groupes et un transfert partagé, plutôt que sa concentration sur la nation et son chef. Bref, ce qui me dérange pas mal, c'est qu'il ne fait pas la critique politique, que cette idée de complexe de dépendance des chefs, etc., que en gros les gens ont besoin d'être dépendants. Voilà, ça leur sert psychologiquement, etc. Mais les gens, les malgaches, on dit pas les gens de manière générale, on dit les malgaches de façon particulière, et du coup c'est un truc qui peut tout à fait s'entendre dans une propagande coloniale, de dire mais c'est pour leur bien, quoi. En fait c'est des peuples primitifs, etc., et en fait on leur apporte la civilisation. Là où l'article précédent de Livio Boni faisait une critique un peu de comment la psychanalyse est arrivée en Angleterre en épousant l'idéologie coloniale, en gros. Là, je trouve que les aspects de Manoni qui peuvent être au moins récupérés par des colons, je trouve que c'est pas suffisamment questionné. Et justement parce qu'on ne questionne pas suffisamment la portée politique de ce discours et le fait que les militants anticolonialistes ont rejeté ce discours. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui justifie ce rejet. Enfin, Manoni voit une confirmation de ses hypothèses dans les émeutes qui éclatèrent en 1947 sur l'île, lesquelles, loin d'être organisées par le mouvement indépendantiste, comme le prétendirent par la suite les autorités coloniales, furent en réalité, du moins à ses yeux, le résultat paradoxal et spontané de mesures libérales improvisées, donc abolition du statut d'indigénat et du travail forcé, qui suscitèrent chez une partie de la population des fantasmes véritablement hallucinatoires. Un sentiment d'abandon, de culpabilité, et enfin la violence. Et donc, un discours qui dit on leur a donné
un meilleur statut, ils sont plus indigènes, ils n'ont plus le travail forcé, et en fait, ils se sont sentis abandonnés. Et vous voyez la portée politique de ce discours, ça c'est... Bref. Autrement dit, l'affaiblissement de l'État colonial engendra une angoisse abandonnée qui fut, selon Manoni, à l'origine de cette révolte majeure dont la répression sanglante fit des milliers de morts, merci de le dire, et qui donna le la à la décolonisation de l'Afrique française. Ouais, c'est la décolonisation des colonies françaises, elle se lance malheureusement comme ça. Ces éléments suffisent à donner une idée de la pluridimensionnalité de la situation coloniale chez Manoni, qui s'efforce de tenir ensemble le niveau anthropologico-symbolique, le niveau intersubjectif et imaginaire et le niveau conjoncturel politique. En somme, Manoni recherche une approche matérialiste, multidimensionnelle, se situant entre ethnologie, donc critique du primitivisme, psychanalyse avec une référence à la théorie adlérienne du complexe d'infériorité comme moteur de l'individuation, et marxisme. Quant à cette dernière référence, on a rappelé dans le premier volet de notre étude, donc voilà, c'est ce dont je parlais, là, le premier volet, c'est-à-dire l'article précédent, le positionnement politico-idéologique de Manoni entre 1946 et 1947, année d'élaboration de la psychologie du colonialisme, son rapprochement du PCF dans l'après-guerre, son assez rapide éloignement par rapport à ce dernier, sa critique de l'économisme. On a également rappelé combien cette période représente pour lui une véritable période de transition entre une première partie de son existence marquée par l'enseignement de la philosophie dans le monde colonial et une deuxième période entièrement consacrée à la psychanalyse après son retour définitif à Paris. À Paris, à la fin de l'année 47. Il nous faut à présent nous pencher sur la réponse que cette intervention suscitera chez Fanon. Merci. Voilà. Les critiques, quelles sont les critiques de tout ça? Non pas simplement pour l'invalider, comme on le dit souvent trop hâtivement, mais pour en fixer une certaine appréciation. Donc, la radicalisation de la situation coloniale chez Fanon. Dans le 4e chapitre de Peau noire masque blanc, intitulé sur le prétendu complexe de dépendance du colonisé, donc voilà, on a Fanon qui fait une critique de ce discours. Fanon rend d'abord hommage à la pensée analytique honnête de l'auteur de Psychologie de la colonisation, en lui reconnaissant le mérite indiscutable d'avoir introduit dans l'analyse de la question coloniale 2 éléments dont l'importance ne saurait échapper à personne. La question de la subjectivité. Le problème de la colonisation comporte ainsi non seulement l'intersection de conditions objectives historiques, mais aussi l'attitude de l'homme à l'égard de ces conditions, et celle de la pathologisation du conflit. C'est-à-dire démontrer que le blanc colonisateur n'est mu que par son désir de mettre fin à une insatisfaction sur le plan de la surcompensation adlérienne. Voilà quel est le socle commun sur lequel va s'installer la charge critique de Fanon. Ce point d'entente porte sur la pertinence, voire la nécessité d'une mobilisation de la logique psychanalytique pour une intelligence de la situation coloniale. Concernant le premier point, la question de la subjectivité inclut pour Fanon la logique analytique, mais ne s'y réduit pas. Son approche est plutôt freudo-sartrienne et la notion de subjectivité implique autant une dimension névrotique et inconsciente que la question de la responsabilité et du choix, c'est-à-dire de la détermination d'une subjectivité toujours et nécessairement en rapport à une situation. Une analyse rapide avait semblé écarter la subjectivité de ce domaine. L'étude de M. Manoni est une recherche sincère, car elle se propose de montrer qu'on ne saurait expliquer l'homme en dehors de cette possibilité qu'il a d'assumer ou de nier une situation donnée. Et on retrouve un peu l'idée qui va développer Fanon sur le fait qu'on a une mission, que chacune, on a une mission, et face à cette mission, il nous est donné un choix. Voilà, la remplir ou la trahir. Pour ce qui concerne le second point, d'accord, il porte sur l'idée d'une composante pulsionnelle du colonialisme, décrite dans les termes de la surcompensation adlérienne, c'est-à-dire de l'idée d'une inversion du complexe d'infériorité en complexe de supériorité. Ah, j'allais dire, il se trouve que Adler, tout ça, Alfred Adler, c'est quelque chose dont je parle. J'allais vous mettre mes réseaux sociaux dans le chat, dont je parle sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, non, pas encore.
parce que la vidéo à laquelle je pense, bien que je l'ai commencé il y a longtemps, en fait, elle n'est pas tout à fait finie, et donc elle n'est pas sortie. Mais j'en parle donc je parle de l'histoire de la psychanalyse, notamment la dernière vidéo sur Freud et la psychanalyse. Et je parle aussi dans une autre vidéo d'Adler et de tout un tas d'autres gens. Je parle pas de Manoni, bon. Je parle de son mentor, Jacques Lacan, bref. C'est-à-dire de l'idée d'une inversion du complexe d'infériorité en complexe de supériorité, en réalité. C'est dans la mesure où l'individu de la modernité européenne est travaillé par la crainte constante d'une infériorisation réelle, symbolique et imaginaire, qu'il cherche des surcompensations, dont le colonialisme représente une issue historique majeure. Ici, non seulement Fanon adhère au point de vue de Manoni, lequel accorde un grand poids au complexe d'infériorité, au point d'en faire même une conséquence anthropologique de l'autonomie du sujet cartésien, mais il semble réactiver les lectures freudo-marxistes du fascisme comme phénomène surcompensatoire de l'homme massifié. En revanche, comme le titre du chapitre l'indique, Fanon récuse l'idée d'un complexe complémentaire chez le colonisé, lequel rendrait au fond possible la rencontre coloniale, celui que Manoni qualifie justement de complexe de dépendance. Fanon rappelle à cet égard le propos de Manoni. Tous les peuples ne sont pas aptes à être colonisés. Presque partout où les Européens ont fondé des colonies du type qui est actuellement en question, on pourrait dire qu'ils étaient attendus et même désirés dans l'inconscient de leur sujet. Ouais, c'est chaud de dire ça, je trouve. Bref, donc là, ça c'est des trucs que dit Manoni, hein, et donc Fanon il critique ça. Des légendes partout les préfiguraient sous la forme d'étrangers venus de la mer et destinés à porter des bienfaits. Bref, bon. Je ne suis point d'accord. Bon. Or, c'est justement cette idée d'une prédisposition que Fanon rejette. Si ce dernier peut admettre, en effet, qu'on puisse parler d'un complexe de dépendance du colonisé, c'est seulement dans la mesure où celui-ci serait engendré par le sentiment de supériorité du colonisateur et rien n'autorise pour Fanon à le présupposer à la situation coloniale elle-même. À ses yeux, Manoni demeure encore trop lié au primitivisme de l'anthropologie coloniale qu'il entend contester, même si cette continuité s'exprime more analytico. Les alertes ne fonctionnent pas. Faudrait que je te mette le truc en, comment dire, à la mano, quoi, à la mano. Est-ce que j'ai la main dessus? Ouais, non, avec la chaleur là, ça va être compliqué de remettre la main dessus. Bref, un jour tu auras cette annonce. Cette alerte. Bref. Et c'est donc par la réfutation de l'analyse manonienne d'une série de rêves de Malgache que Fanon va conclure sa contestation du complexe de dépendance, en particulier à travers la relecture d'une série de rêves concernant des occurrences menaçantes du noir, un taureau noir furieux, des hommes noirs rencontrés dans le bois, un bœuf noir vigoureux, des tirailleurs sénégalais qui montrent leurs fusils. Chez nombre de sujets malgaches, donc. Ces rêves figurent... oui, chez Fanon, il y a beaucoup l'idée de... Non, mais t'as raison d'être intrigué, hein, c'est juste... je vais essayer de retrouver ça avant de couper le live. Il y a beaucoup la question de à quoi rêvent les colonisés, etc. Et de comment il y a un corps qui est en tension dans la ville coloniale et quelque chose d'un lâcher-prise, d'une libération, et qui prend le truc de... qui prend la forme de... ça peut être d'actes violents, ça peut être de gens qui courent, enfin, en tout cas, voilà, le corps est très actif. Contrairement à ce qui doit être retenu dans... Ouais, tu peux pas gifler un colon comme ça, quoi. Tu peux, mais tu risques d'avoir des problèmes. Dans tes rêves, tu peux le gifler tranquillement, quoi. Bref. Ces rêves figurent à titre d'épilogue de la première partie de Psychologie de la colonisation. Fanon en conteste la lecture symbolique fournie par Manoni et propose de replacer ces rêves dans leur temps et leur lieu, celui de la féroce répression des émeutes de 1947, répression dans laquelle des tirailleurs sénégalais jouèrent un rôle majeur, y compris comme tortionnaires de prisonniers politiques.
C'est donc une telle situation qui explique la tournure menaçante assumée par le noir dans les rêves des Malgaches eux-mêmes. Rêves qui n'auraient pas grand-chose à voir avec l'expression d'un besoin de protection et d'une crainte d'abandon mise en avant par Manoni. Ouais, je suis d'accord avec Fanon. Sans pouvoir ici rentrer dans une analyse plus détaillée du différend entre Fanon et Manoni, à propos des rêves noirs des Malgaches après la répression de 1947, bornons-nous à un constat plus général. Chez Fanon, la situation prend le dessus sur la structure. Son approche théorique et son engagement militant existentiel le conduisent à refuser toute coloration culturaliste ou symbolico-centrée de l'inconscient et à faire de ce dernier davantage une production locale et immanente. D'où son reproche à Manoni, plusieurs fois réitéré dans ses pages, de prendre trop au sérieux l'ethnographie et d'adopter une approche malheureusement trop exhaustive. Façon de dire que, à force de complexité, ambivalence et pluridimensionnalité, les analyses de Manoni finissent par rater le point. Et pour Fanon, comme pour Sartre, se subjectiver par rapport à une situation signifie toujours décider ou se décider par rapport à un point. L'autre point de désaccord de Fanon par rapport à la contribution de Manoni concerne la question du racisme. Question importante, non ? Fanon récuse l'idée d'une spécificité du racisme colonial, alors que Manoni considère ce dernier comme un sous-produit de la civilisation européenne. Bon, je ne trouve pas que les deux soient contradictoires. La civilisation européenne et ses représentants, voie de citation. La civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés ne sont pas responsables du racisme colonial, mais celui-ci est à l'œuvre de subalternes et de petits commerçants, de colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès. Ce genre de propos, on n'entend pas chez Manoni justifier et encore moins excuser le racisme, mais plutôt introduire une analyse différentielle de ce dernier. Ainsi, il qualifie l'antisémitisme moderne comme un snobisme des pauvres. C'est bizarre, ces expressions-là. Ainsi snobisme des pauvres, lesquels seraient manipulés par les élites qui, au fond, ne le partagent pas vraiment. Ou encore, il remarque comment, en Afrique du Sud, non, attendez. J'ai perdu ma ligne. Il remarque... Ah ouais, je suis allé trop loin. Voilà, il remarque comment en Afrique du Sud, les blancs pauvres se montrent bien plus racistes que les élites blanches. Autrement dit, Manoni esquisse une analyse du racisme comme recouvrement et déformation d'une idéologie de classe. Le racisme est envisagé comme surcompensation d'un sentiment d'infériorité sociale qui concerne certains groupes sociaux européens et non pas comme donnée inscrite de la culture européenne dans son ensemble. Bon, par ailleurs, politiquement, on sait que, par exemple, la colonisation de l'Algérie a permis à des gens qui étaient prolos de devenir propriétaires terriens en Algérie. Ça, c'est une réalité. Donc, on le sait que, socialement, politiquement, c'est une réalité, cette question de ce qui est surcompensé. Ouais, des gens ont surcompensé en s'octroyant des terres, quoi. Truc de sentiment d'infériorité, bon. Je trouve qu'on ne peut pas juste dire ça comme ça, il faut des éléments qui disent, voilà, quand il dit ça, on voit bien qu'il y a un sentiment d'infériorité et que c'est de cette façon que ça joue, etc. Bref. Or, cette lecture sociologique, où l'on retrouve le schème adlérien du complexe d'infériorité et l'idée du racisme et de l'antisémitisme comme idéologie surcompensatoire à l'usage des classes subalternes, ne convient pas du tout à Fanon. Je trouve ça aussi un peu bizarre. Son objection suit ici deux arguments principaux. Si le racisme colonial est plus répandu et virulent dans les classes blanches subalternes, comme c'est le cas en Afrique du Sud, c'est pour la bonne et simple raison que les blancs en situation coloniale sont toujours une minorité et donc ont besoin de mobiliser toute la main-d'œuvre disponible, y compris les classes subalternisées blanches. Or, deuxièmement, il n'y a pas de genre, de sous-genre ou des degrés de racisme. Oui, donc le truc de Fanon, c'est une société est raciste ou elle ne l'est pas. Elle ne peut pas être semi-raciste ou quoi.
on est raciste ou on ne l'est pas. Bah voilà, c'est ça. Sur ce dernier point, la position de Fanon peut paraître moins matérialiste que celle de Manoni et quasiment ontologique. Et en effet, ces objections s'adossent explicitement aux réflexions sur la question juive de Sartre et à l'idée que le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. C'est l'antisémite qui fait le juif. Naturellement, cela ne signifie pas que le juif n'existe pas, mais plutôt qu'il existe toujours en situation et que cette situation est surdéterminée par la définition qu'en impose l'antisémite. Fanon adhère pleinement à cette idée et l'applique à la condition nègre. Du coup, il ne peut se contenter de constater que l'antisémitisme et le racisme intéressent souvent, majoritairement, des classes blanches subalternes ou exposées au risque de... Pardon, j'étais en train de passer à autre chose. Donc, au risque du déclassement. C'est fou comment toutes ces questions reviennent. Là, ça, c'est un article de 2017, mais toute la question de comment le fascisme nous vient dans la tronche, et ça mobilise pile ces questions-là. Bref. Ce qu'il vise, c'est la situation raciste en général. Le fait que, désormais, le colonisé existe avec l'européen, tout comme le juif existe avec l'antisémite, et que c'est donc par une remise en cause sans concession de la civilisation européenne elle-même que doit passer nécessairement l'émancipation raciale. Intéressant, n'est-ce pas? Bon. Fanon et Manoni, couple analytique, chiasme politique, catharsis. Donc on va continuer sur Fanon et Manoni. Il nous reste 2 pages, donc j'imagine que ce sera la dernière partie. On ne peut donc décidément pas réduire le différend entre Fanon et Manoni à la seule question du complexe de dépendance. Il s'agit en effet, comme on a pu l'entrevoir dans ce qui précède, d'un écart plus large d'ordre théorique, politico et même subjectif. Du point de vue théorique, Fanon l'a radicalisé. Du point de vue théorique, Fanon radicalise l'idée manonienne de situation coloniale, la dépouillant de ce qu'elle garde d'encore trop intersubjectif, et en particulier l'idée d'une complémentarité entre l'organisation psychosymbolique du colonisé et du colonisateur. Ainsi, Fanon conçoit la situation dans un sens à la fois plus conjoncturel, historico-matérialiste, et plus ontologique, car le sujet décide de son être en se situant. Mais c'est bel et bien autour de cette notion, de ce quasi-concept avancé par Manoni, que se développe une grande partie de Peau noire, masque blanc. On peut donc mettre l'accent, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, sur la proximité entre Fanon et Manoni, au point de considérer, en effet, Peau noire et masque blanc et psychologie de la colonisation comme un diptyque. Mais on peut voir aussi dans ces 2 textes la cristallisation d'un chiasme. Donc il y a des choses qui se croisent là, ça clash. Car la mobilisation de la psychanalyse sert à Manoni comme un référent qui encadre et mitige l'engagement anticolonialiste. C'était pas la fin de la phrase. L'engagement anticolonialiste lui permettant de formuler une série de réserves et de précautions qui inscrivent désormais la question de la décolonisation dans une perspective quasiment anthropologique et de longue durée, postcoloniale, alors que le recours à la psychanalyse, chez Fanon, joue une fonction inverse, celle de dégager un espace pour la radicalisation politique et le parti révolutionnaire. Comment se fait-il, alors, que la psychanalyse joue un rôle presque opposé dans un cas et dans l'autre ? Que peut-on apprendre de la reconnaissance d'un tel chiasme quant à la relation plus générale entre marxisme et freudisme, entre engagement révolutionnaire et psychanalyse ? La question reste ouverte. Mais on prendra ici le risque de conclure en prolongeant une remarque déjà ébauchée par Elisabeth Roulinesco, donc qui est connue aussi pour être biographe, qui elle n'est pas psychanalyste, et qu'elle est devenue entre-temps. En tout cas, il y a des années, elle n'était pas psychanalyste, elle était juste historienne qui aimait bien écrire sur l'histoire de la psychanalyse. Voilà, c'est là-dessus qu'elle est connue. Bon. Le couple Manoni-Fanon n'est pas seulement un couple théorico-critique, il est également un couple analytique. Tout se passe en effet comme si le coup d'envoi de Manoni permettait à Fanon une prise de parole qui aurait été encore plus difficile et soufferte s'il n'avait pas été disposé
que je reprenne. La chaleur commence à m'attaquer vraiment le cerveau là. Bon. Bref, on reprend. Tout se passe en effet comme si le coup d'envoi de Manoni permettait à Fanon une prise de parole qui aurait été plus difficile et soufferte s'il n'avait pas disposé d'un interlocuteur transférentiel à la fois proche et éloigné. Certes, Manoni n'est pas le seul objet d'un transfert polémique pour Fanon. Il y a par exemple le rôle crucial et complexe de Sartre, à qui Fanon confiera même, presque 10 ans après, Peau noire, le legs de son œuvre politique, en lui demandant, peu avant de mourir, de rédiger la préface aux Damnés de la Terre. Fanon est vraiment très sartrien, c'est un énorme fan de Sartre, donc visiblement il partage ça avec Manoni. Mais le fait que Manoni se soit aventuré le premier, à partir de la psychanalyse, dans une critique de la situation coloniale, autorise en quelque mesure la prise de parole de Fanon, y compris sur un mode hystérique, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois cathartique et défiant toute position de maîtrise. Bref, Manoni jouerait ici la fonction de l'analyste, permettant à l'analysant de s'exprimer à la première personne. Ce qu'il est en train de dire, c'est que comme Manoni, il a marché pour que Fanon puisse courir, en fait, il était dans la même position qu'un analyste qui permet à son patient de parler. Bref. Je ne suis pas convaincu de la comparaison, bref. Quoique l'on pourrait tout aussi bien renverser les termes du rapport, la prise de parole de Fanon libère Manoni de son ambivalence et de ses complexes d'intellectuels européens progressistes ayant évolué pendant 20 ans dans le monde colonial, et c'est donc Fanon in fine qui jouerait une fonction analytique pour Manoni, lequel, on le sait, abandonnera par la suite, après une dernière intervention en 1951, la question coloniale, et sera libre de cheminer ailleurs dans la psychanalyse, renonçant à toute velléité d'intervention politique. C'est peut-être pas plus mal. Est-ce donc par cet effet cathartique joué sur lui, donc là, à la fin il inversait, il disait « Ah mais peut-être que c'est Fanon qui est comme un psychanalyste pour Manoni. » Bref. Elles ont par cet effet cathartique joué sur lui par la réponse virulente de Fanon qu'on peut expliquer non seulement toute absence de contre-réponse à Fanon de la part de Manoni, mais aussi son aveu daté de 1966 selon lequel il n'avait pas encore terminé à l'époque la rédaction de sa psychologie de la colonisation, sa décolonisation de soi-même. Il nous semble que la réponse est oui, et qu'elle impose de recommencer à lire ces deux critiques méta-analytiques de la subjectivation coloniale comme étant l'une tout contre l'autre. Tout contre, souligner tout contre. Bon. Par-delà même l'écart entre les sujets réels qui en soutiennent l'énonciation. Voilà. Alors, je disais que je vous retrouve le lien de l'article. Voilà, ici j'ai le titre. Donc le titre, la condition postcoloniale entre marxisme et psychanalyse, l'apport d'Octave Manoni. Ce que j'ai trouvé intéressant, pourquoi j'ai que des... j'ai pas Kern. C'est bizarre que j'ai pas Kern là-dessus. C'est vraiment étrange. Bon, de toute façon je peux le retrouver. Donc là, c'était le premier, et en allant là, je vais retrouver le lien de... donc le premier qu'on a lu, je remets le lien pour les gens que ça intéresse, qui est la première partie de tout ce qu'on lit là, parce que là, on a lu vraiment Octave Manoni et Frantz Fanon dans les années 50. Là, le premier, c'est sur la période de l'entre-deux-guerres jusqu'à 1950. Donc, c'est tout ce qui se passe avant. Ça détaille un peu plus sur Mayotte, j'allais dire, sur Madagascar. Et donc, voilà, ce que je disais comme référence tout à l'heure, c'est cet ouvrage-là. Et cet ouvrage-là, donc La vie psychique du racisme. Si ça vous intéresse, ça parle beaucoup d'Octave Manoni, ça essaie de le réhabiliter, et ça parle beaucoup de qu'est-ce que Manoni développe. Donc si ça vous a intrigué, vous pouvez dire ça. Et Psychanalyse du reste du monde, c'est quand je disais la question décoloniale et la psychanalyse. Là, c'est un peu ça, c'est un peu le Sud global, les psychanalystes du Sud global, et merci pour le follow. Voilà, donc plein de gens qui écrivent là-dedans, et ça avait l'air vachement intéressant. Et pour retrouver le lien de l'article, celui qu'on vient de lire, ouais, donc il n'est pas là, mais est-ce qu'il a disparu ou non? Il est là, voilà, il est là.
Donc voilà, c'est cela qu'on vient de lire. Repassons un peu en facecam vite fait. Bon, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai eu pas mal j'ai eu du mal sur la fin là. La chaleur commençait à taper. Mais je vous ai épargné je vous ai épargné le bruit du ventilo. Tiens, on a l'animation des follow. Merci pour le follow, les gens. Tant mieux si ça vous a plu tout ça. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est que l'article est beaucoup, en fait, traite vraiment. Le titre dit l'apport de Manoni, mais en fait, on est vraiment sur les dialogues entre Octave Manoni et Octave Manoni et Frantz Fanon. Donc, je trouve qu'il explique bien tous les enjeux, etc. Même si je trouve qu'il passe beaucoup sous silence. Certes, c'est pas un truc politique, mais quand même, il s'agit de parler notamment de marxisme. Donc, ça passe sous silence tous les enjeux politiques du discours d'Octave Manoni. Bon, on retrouve quand même la critique de Fanon, donc ça, voilà. Tant mieux si vous continuez ça de votre côté. Donc là, ça termine le cycle sur le lien entre marxisme et psychanalyse, ou en tout cas la première partie de ce cycle, parce que j'ai déjà trouvé d'autres articles qui permettront d'aborder aussi sous d'autres angles cette question-là, qui est intéressante. Ici, en live, on se retrouve toujours les lundis à 21h. Lundi 21h, on terminera le cycle Tahrir Jazair sur le documentaire C'était la guerre d'Algérie. Et là, on va voir la fin de la guerre d'Algérie. On regarde le dernier épisode. Voilà. Et donc ça, c'est 21h lundi. Vendredi 21h, on commencera un autre cycle de lecture autour de ce qu'on appelle le boréalisme. Vous connaissez peut-être l'orientalisme, oui, ce regard de Colomb sur les orientaux, souvent les arabes plutôt pour être précis, mais bon, ça peut s'étendre. Mais bon, vous voyez ce truc-là qu'on a vu beaucoup, notamment dans l'art et tout. Bon, le boréalisme, c'est la même chose, mais pour les Nordiques. Quel regard on pose, un regard exotisant, sur les aurores boréales, notamment en Islande. Donc on va commencer tout un cycle sur l'Islande et sur les travaux de Lionel Cordier. Donc la question du boréalisme, est-ce qu'on est raciste envers les Islandais? Cette question-là. Et deuxième question, la question de la politique islandaise, les procédés de vote, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on commencera vendredi prochain. J'ai grand hâte. Et par contre, vous pouvez me retrouver chez Supplémentiel. Celui qu'on appelle Supplémentiel, ça va être incroyable. Ce dimanche-là, à 16h30, on se retrouve chez Supplémentiel pour une partie de jeu de rôle avec Tata Drapi, avec GoBest, avec Escargoug, et Supplémentiel fera le maître du jeu. On avait une première partie du JDR. On a fait ça il y a, je sais pas, 1 ou 2 mois. En gros, c'est dans un univers zombie post-apocalyptique. On est aux États-Unis, dans le Kansas. Moi, je joue un rasta blanc, dresseur de chiens. Ça me fait plaisir de retrouver ce rôle dimanche. Donc, c'est dimanche 16h30 en live. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer en live chez Supplémentiel, qui est en train de jouer, il me semble. À quoi donc? The Alters. Bon, moi j'y connais rien en jeu vidéo, je connais pas ce jeu. Mais voilà, je vous envoie en raid chez Supplémentiel et on se retrouve, si ça vous tente, dimanche sur sa chaîne à 16h30 pour la partie JDR incroyable. Ça va être la fin de ça, donc n'hésitez pas à retrouver tout ça. Et voilà, on se quitte là. Et puis voilà, bon week-end tout le monde. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ouais, faut que je mette la fin. Ciao.